Mais de quoi s'agit-il? Qui s'en vient et que veulent-ils? Jim a besoin de savoir. On ne fait pas ça pour divertir les gens, ni pour passer 15 minutes à la télévision. On le fait parce qu'on a besoin de trouver des réponses. Quand Ray s'offre pour enquêter sur leur cas, Jim et Jack savent que ça ne va pas les guérir. Mais le fait d'avoir quelques réponses vaut mieux que de ne pas en avoir du tout. Voici le monde des chevaux. C'est un monde où les apparences et les traditions sont importantes. C'est un monde d'argent, de pouvoir et d'influence. Tous les ingrédients pour un bon téléroman. Mais derrière la barrière d'une de ces fermes, l'histoire ressemble plus à un épisode d'au-delà du réel qu'à un épisode de Dallas. Voici Claire et Diana, de parfaites inconnues jusqu'il y a 8 ans. C'est du moins ce qu'elles croyaient. Quand Diana embauche Claire pour gérer l'écurie, toutes les deux croient à une rencontre professionnelle heureuse. Claire est une cavalière et une dresseuse habile qui a besoin d'un emploi. Diana essaie de concilier un emploi à temps plein au service forestier et la gestion de la ferme. Aujourd'hui, elle ne croit plus au hasard de leur rencontre. Elle croit qu'elle était arrangée. Elles sont convaincues d'avoir été enlevées ensemble étant enfants pour une sorte d'expérience extraterrestre bizarre et qu'elles se sont retrouvées à l'âge adulte. Je ne comprends pas comment tu es arrivé à la ferme. Une coïncidence. C'était sûrement arrangé. J'ai agi de façon très surprenante. Claire menait une vie confortable à des centaines de kilomètres de la ferme de Diana. Elle avait un bon travail et un style de vie ordinaire. Puis un jour, sans raison apparente, elle laisse tout derrière elle. Je menais une vie stable. J'étais divorcée et j'élevais mon fils toute seule. Nous vivions normalement. J'avais travaillé très fort pour acheter ma maison. Je cultivais mes roses et tout se passait comme je le voulais. J'avais un bon emploi depuis plusieurs années et un revenu raisonnable. Mais quelque chose de mystérieux force Claire à abandonner tout ce qu'elle a si durement gagné. Un jour, je me suis réveillée. J'étais à mi-chemin de mon travail. J'ai pris la sortie beaucoup trop tôt. J'ai fait demi-tour. Je suis retournée à la maison. J'ai appelé mon bureau et j'ai donné ma démission. 2 semaines plus tard, j'ai mis tout ce que je pouvais dans la voiture et je suis partie, sans but précis. J'ai tout laissé, tout ce que j'avais mis tant de temps à obtenir. C'est juste au moment où Diana cherchait quelqu'un pour gérer la ferme. J'étais découragée. 2 ou 3 personnes s'étaient présentées pour l'emploi, mais elles ne me convenaient pas tout à fait. Ça ne cliquait pas. Et j'ai reçu l'appel de Claire. 2 heures plus tard, elle était là. Puis, les 2 femmes ont l'impression étrange de s'être déjà rencontrées. C'était comme si je la connaissais. Je lui ai fait visiter la ferme et je lui ai montré comment ça fonctionnait. Et toujours, quelque chose dans ma tête me disait « J'ai déjà rencontré cette personne quelque part. » Je l'ai embauchée. Elle a emménagé le lendemain et elle a commencé à travailler. C'était il y a 8 ans. Le gîte et le couvert font partie de leur entente. Claire emménage donc sur la ferme où vivent Diana ainsi que son frère et sa sœur. Très vite, le sentiment de déjà-vu se transforme en une amitié solide et elles établissent une routine basée sur les soins à donner aux chevaux. Nous avions une vie relativement normale, avec des hauts et des bas, des bons et des mauvais jours. Les choses allaient plutôt bien. Le train-train quotidien est soudainement perturbé par des événements étranges. Claire et Diana cherchent à les comprendre et l'explication se résume à un mot, enlèvement. Depuis, elles vivent un véritable enfer. Il y a des jours où je ne suis pas sûre que ça se passe réellement, que je crois que c'est un rêve. Elles savent que certaines personnes aimeraient mieux qu'elles se taisent. Claire s'efforce de protéger la vie privée des siens et la famille de Diana refuse de participer à ce reportage. C'est difficile pour eux, presque aussi difficile que ce l'est pour nous, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas croire que nous sommes folles. Ils nous connaissent depuis longtemps et ils savent que nous ne sommes pas du genre à inventer des histoires, que nous ne mentons pas.
Claire et Diana savent que certaines personnes croient qu'elles mentent ou qu'elles sont folles. Il y en a d'autres qui sont solidaires. Ça fait un peu plus de 8 ans que je viens ici. Je n'ai aucun problème avec ces gens. Si j'en avais, je ne viendrais pas. J'ai beaucoup de travail. Je suis un excellent maréchal ferrant. Je suis sûr que cela a affecté leurs affaires parce que les gens ne veulent pas venir là où ils croient qu'il y a des extraterrestres qui kidnappent les personnes. C'est logique. Elles ne nous dérangent pas. Ma petite fille vient ici et nous les aimons bien. Je n'ai aucun problème, mais honnêtement, je crois que ce n'était pas très malin de leur part d'étaler cette histoire au grand jour. Mais elles ont effectivement étalé cette histoire au grand jour. La vie de cet homme aussi a été perturbée, bouleversée par l'apparition d'une boule lumineuse dans le ciel. Il s'appelle Fred, et à l'instar des autres qui font partie de notre histoire, il souffre de ce fameux trou de mémoire. Par contre, Fred n'est pas encore convaincu d'avoir été enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, il a hésité à essayer de comprendre son trou de mémoire par peur. Unit 5 is clear on Myers Street, en route to Woodstock Hill. Si vous m'aviez dit il y a un an que je serais chauffeur de taxi dans le nord-est du Connecticut, je ne vous aurais pas cru. Fred était un humoriste, une étoile montante de l'humour. Il travaillait dans les clubs les plus en vue avec les meilleurs. Je fais de l'humour depuis plusieurs années. Je travaillais 5 ou 6 soirs par semaine. Ma carrière progressait. J'avais reçu le titre du meilleur humoriste dans tout Boston quelques années auparavant. Son personnage de perdant en a fait un véritable gagnant. Headlining all around the country. He's very funny and soon to be your friend. Please welcome Simply Fred. Simply Fred. Fred. Getting the impression my gynecologist is ripping me off. I'll mess up your whole weekend. Thank you. Good night. Fred gagne le concours Une semaine d'humour en 1985, battant 200 autres humoristes dont Jim Carrey. Je travaillais avec beaucoup d'autres personnes dont la carrière fleurissait. J'étais là depuis pas mal d'années et j'étais prêt à joindre les ligues majeures. Puis c'est arrivé et maintenant je suis ici. Il n'y a pas que la carrière de Fred qui soit compromise. Depuis la nuit de son trou de mémoire, la relation avec sa fiancée Nina se détériore. À un certain moment, elle m'a interdit d'en parler, ce qui n'était pas bon pour moi. C'est une chose à laquelle je devais réfléchir et on m'empêchait d'en parler. Alors je m'en vais où? Je fais quoi? Elle a finalement accepté que je m'y arrête. Il va effectivement s'y arrêter. Fred s'apprête à plonger dans ce mystérieux trou de mémoire. Il espère en revenir avec toute sa tête et retrouver son monde d'autrefois. L'horloge mesure une unité de temps, puis une autre et encore une autre. C'est ce qui définit la vie. Mais si le temps saute, s'arrête, reprend sans avertissement, sans logique, c'est le bouleversement que provoque le trou de mémoire. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est plus qu'un mystère, c'est un problème. C'est un voyant rouge qui demeure constamment dans votre esprit et qui vous rappelle que quelque chose ne va pas. Pour Jim, Jack et Charlie, l'histoire commence lors d'un voyage de camping dans une forêt isolée. Mon frère jumeau Jack, deux de nos amis et moi-même
Nous sommes allés faire un voyage de camping et de canot dans le parc provincial de Baxter, dans le nord du Maine. C'est dans une région sauvage. Une fois rendu au lac Telos, on doit attendre le gardien du parc pour s'enregistrer. On avait prévu aller à la pêche à la truite dans un lac appelé Smith Pond. Quand le gardien a vu que c'est là qu'on voulait se rendre, il nous a dit qu'on ne pouvait pas y aller. On s'est dit qu'on irait quand même y jeter un coup d'œil, et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Une couple de nuits plus tard, on a décidé tous les quatre d'aller pêcher sur ce lac. On a fait un énorme feu pour pouvoir retrouver notre chemin. On a pris notre canot, puis on est parti. On était sur l'eau depuis quelques minutes seulement. C'était très marécageux. Il y avait des arbres et des racines sous l'eau. Un endroit dangereux. On était là depuis une vingtaine de minutes, pas plus. Je faisais passer le rayon de lumière de la lampe de poche sur l'eau pour détecter un coin où il y aurait du poisson. Comme je regardais dans l'eau, un des gars a crié « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Quand je me suis retourné pour voir de quoi il s'agissait, j'ai vu au bout du lac, juste au-dessus des arbres, une énorme sphère lumineuse, de la taille d'une maison à 2 étages. Ça n'émettait aucun bruit. Et ça flottait dans les airs. On était dans le sens du vent. Pas de ronronnement, de bourdonnement, de sifflement, de vrombissement, absolument rien. Au début, on a essayé de rester calme. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je savais tout ce que ce n'était pas. Ce n'était pas un hélicoptère. Ça ne se déplaçait pas comme un ballon météo. Dans toute ma carrière militaire, je n'avais jamais vu cet engin et je n'en avais jamais entendu parler. Puis je crois que Charlie a dit « Et si je lui envoyais un signal avec la lampe de poche ?» Nous avons répondu que c'était une bonne idée. J'ai envoyé le signal et un rayon de lumière a jailli par en dessous. Il clignotait. Et aussitôt qu'il a envoyé le signal, la chose a commencé à se déplacer vers nous. J'ai empoigné la rame du canot et j'ai commencé à ramer, le plus fort possible. Je concentrais mon regard sur le feu. Jack se retournait sans arrêt. Il disait toujours « Elle va nous rejoindre ». À ce moment, je crois qu'on était en état de panique. On ramait comme des fous pour s'éloigner. J'entendais les gars pagayer avec leurs mains derrière. L'eau éclaboussait. Ils criaient « Rame, Charlie !» Elle a fait un saut étrange dans l'espace. Elle gagne du terrain, presque au-dessus de nous. La lumière nous enveloppait. Elle ne peut pas faire ça. Les choses ne font pas ça. La lumière allait toucher l'arrière du canot. On ne pourrait pas l'éviter. C'est la dernière chose qui m'a traversé l'esprit avant de me retrouver sur la rive. Il l'avait distancié, du moins le croyait-il. Alors on est sorti du canot et quand on s'est retourné, la chose était juste là, en face de nous. En fait, elle planait juste au-dessus de l'eau, à une 50aine de mètres. Puis elle a fait un drôle de mouvement. On aurait dit qu'elle implosait. Elle a fait comme ça. Puis elle a réapparu encore plus haut dans le ciel, une lumière aveuglante. On aurait dit qu'elle montait, elle prenait de l'altitude dans un mouvement saccadé, puis elle a complètement disparu, comme un éclair. C'est difficile à décrire. On se tenait là, debout, et on se demandait ce qui avait bien pu se produire. On était comme en état de choc. Puis, ils réalisent qu'ils ont perdu la notion du temps. Le feu est leur premier indice. Quand on est revenu au feu de camp, il ne restait que des braises. Ça nous a paru étrange, parce qu'entre le moment où on est parti pêcher et le moment où on est revenu, il ne s'était écoulé que
15 ou 20 minutes. J'en étais certain. Il aurait dû y avoir encore des flammes d'au moins 2 mètres. On n'a jamais réussi à expliquer ça. C'est un mystère. Claire et Diana seraient les premières à vous dire qu'un horaire fixe est la clé de la réussite sur une ferme. Mais une nuit, Claire perd 2 heures de façon mystérieuse. Cette perte de temps a non seulement perturbé leur vie, mais elle a aussi menacé son équilibre mental. Tout comme les Weiner, tout commence avec une lumière. J'étais à environ 7 km de la ferme. J'ai aperçu des lumières dans le ciel. C'était tranquille. Je n'entendais aucun bruit de moteur d'avion. Je me suis garé sur le bord de la route et je suis sorti pour voir ce qui se passait. En une fraction de seconde, j'étais de retour dans la voiture, conduisant sur les chapeaux de roue. J'étais 5 km plus loin d'où je me trouvais précédemment. Mes oreilles saignaient, probablement parce que mes boucles d'oreilles étaient à l'envers. J'ai aussi réalisé qu'1 heure et demie s'était écoulée et je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant ce temps. En rentrant à la maison, je crois que ma première réaction a été de dire « Merci mon Dieu, j'ai réussi à rentrer chez moi, en un seul morceau. J'ai mal au ventre, j'ai peur, je suis folle. » J'ai tout de suite pensé « Oh mon Dieu, Claire est folle. Je lui donne trop de travail, il se passe trop de choses. Elle a besoin d'un congé. »